De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Charlie Fampou, médecin, et de nos éditorialistes Nadia Lamarié et Daouda Tal. Tout de suite, le dossier du jour. La désorganisation des systèmes de santé africains créés sous l'ère coloniale suscite aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes. C'est le cas au Gabon où les médecins délaissent les hôpitaux publics pour les cliniques privées et où les clients sont également nombreux à se tourner vers ces établissements au coût pourtant beaucoup plus élevé. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Dans de nombreux pays du continent, la profession de médecin est un véritable sacerdoce. La surfréquentation des hôpitaux et le manque de moyens techniques rend encore plus ardue leur tâche. Cette situation est encore plus accentuée dans les hôpitaux et districts régionaux de santé. La conséquence, les médecins délaissent les hôpitaux publics pour les cliniques privées. Là-bas, ils sont le plus souvent mieux payés et travaillent dans de meilleures conditions matérielles. Comparativement à ses voisins, le Gabon dispose d'un nombre important de médecins, de pharmacies et de centres de santé. 3 grands hôpitaux à Libreville et plus de 500 dispensaires actifs dans tout le pays. Pourtant, la population est encore mal suivie sur le plan sanitaire dans les structures publiques. Face à cette réalité, les cliniques et cabinets médicaux privés fleurissent pour faire face à la forte demande. On s'imagine bien que si moi, dans mon activité privée, je vois 10 malades à ma consultation, alors que dans le secteur public, ils sont entre 25 et 30. Naturellement, on verra un patient dans le secteur public 2-3 minutes, 5 minutes maximum, alors que dans le secteur privé, ça va durer un peu plus longtemps. Il y a moins la pression et la charge. Depuis 2009, le Gabon est sur la voie de la santé pour tous. Réaménagement et construction de nouvelles structures, campagne de sensibilisation, mise en place d'une protection sociale pour tous les Gabonais. Une aubaine pour nombre d'usagers aujourd'hui, mais la qualité de la prise en charge demeure la principale difficulté à surmonter dans le public et reste un des principaux avantages du privé. Pour ceux qui n'ont pas la CNAM-GES, ceux-là payent 10 000 francs. Par contre, nous qui avons la CNAM-GES, on paye 2 000. Au niveau de la pharmacie également, lorsque tu te présentes, il y a une réduction de choix. Voilà pourquoi les gens préfèrent aller dans les structures publiques. Les établissements publics ont les meilleurs coûts. Mais c'est surtout dans le fait d'abord de l'accueil. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent, ils sont pressés, ils amènent un malade et pour vous recevoir, c'est tout un problème. Donc les gens du coup sont obligés d'aller d'abord dans les établissements privés. Peu importe le coût n'a pas de valeur lorsqu'il faut sauver une vie humaine. Le médecin au Gabon est encore mal rémunéré. Cette réalité explique qu'environ 60% de ces praticiens exercent dans des cliniques et cabinets médicaux ou sont eux-mêmes propriétaires d'une structure privée de santé. Un emploi du temps chargé au détriment des structures étatiques souvent envahies par les moins nantis. Si on fait des heures supplémentaires, c'est probablement pour gagner un peu plus d'argent. Et il y a aussi le fait de la loi de l'offre et de la demande. À l'hôpital, il y a énormément de patients qui consultent. Peut-être parce qu'il n'y a pas le choix dans le nombre de la qualité des spécialistes. Et au niveau du secteur privé, nous sommes rémunérés selon la compétence et la qualité. Plus vous avez de la compétence, plus votre aura est bonne, mais plus vous avez des patients. Et puisque chaque patient paye différemment, alors que dans le secteur public, nous sommes payés de façon forfaitaire. Et si on fait le ratio entre le secteur public et le secteur privé en matière d'émolument, ça va du simple au triple, voire au quintuple en matière de gains. Un lien général mais établi entre la qualité de la prise en charge, le niveau des ressources et l'état sanitaire des populations. La proximité et la promptitude dans la prise en charge des patients sont les premiers critères dans le choix d'une structure sanitaire. Avant d'arriver aussi au public, je suis allé dans une structure privée. Bon, ce qui m'a scandalisé, c'est que là-bas, dans ce privé, on m'a exigé une certaine somme que je n'avais pas sur place. C'était une somme de 300 000 francs pour faire les premiers soins, parce que l'enfant convulsait. Donc, ils m'ont donné une somme de 300 000 francs et j'ai demandé que je pouvais donner une avance. Ils ont refusé. Bon, ici, par contre, je suis arrivé. Le coût, il n'est que de 7 000 francs. Hein? C'est quelque chose de bénéfique pour moi.
Le pays compte 32 centres de santé et autres lieux publics qui proposent différents services, dont 16 sont présents en zone urbaine et 16 en zone rurale. 399 lits, c'est la capacité des deux plus grands hôpitaux publics du pays, à savoir le CHU de Libreville et celui d'Angondje, dont les plateaux techniques sont de dernière génération. Cette nouvelle politique du pays va permettre un rééquilibrage en termes de moyens matériels et techniques en matière de soins de santé. Les structures privées s'ouvrent parce qu'il y a une demande qui se fait, de plus en plus pressante, mais je pense aussi qu'avec les investissements qui sont réalisés du côté du secteur public, notamment la construction d'hôpitaux neufs équipés dits de niveau 3 en termes de qualité des soins, ça va faire qu'il y aura un équilibrage qui va se faire, compte tenu aussi de l'assurance maladie universelle. Donc l'assurance maladie, le plateau technique, tout ça va concourir à avoir une égalisation de niveau de la qualité des soins entre le public et le privé. Les choses devraient rapidement s'équilibrer dans le temps. Comme tout travailleur, le médecin a besoin d'être dans de meilleures conditions de vie et de travail pour le métier qu'il exerce. Dans ce sens, et pour limiter la fuite des compétences dans les établissements publics, le gouvernement, selon les spécialistes, devrait réfléchir sur la rémunération de ces professionnels de santé. Cependant, selon nombre d'usagers, la modernisation des structures hospitalières du pays devrait commencer par rehausser le niveau d'implication et de compassion des personnels de santé, en commençant par l'accueil. Un critère décrié par tous les patients des établissements publics du Gabon. Monsieur Fampou, vous êtes médecin. Est-ce que c'est vraiment devenu difficile d'exercer dans les hôpitaux publics africains aujourd'hui ? Je vais dire que ce n'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. C'est un phénomène qui date de très longtemps, je crois, depuis la période coloniale. Les médecins, au regard du nombre d'années qu'ils effectuent à l'école, sur les bancs, ils chercheraient quand même à avoir une rémunération. Il y a la recherche d'une qualité de vie qui tient compte du nombre d'années qu'on effectue à l'école, mais malheureusement l'État parfois ne fixe pas les salaires qui devraient permettre aux médecins d'avoir une vie décente. Voilà, c'est pourquoi il y a cette course au gain tout le temps. Ils sont obligés d'aller vers les hôpitaux privés où ils ont une rémunération confortable, contrairement à l'hôpital public. Est-ce que c'est qu'une question de rémunération ? C'est d'abord une question de rémunération. C'est une question de rémunération et non vraiment la recherche d'un plateau technique. Parce que dire que quand vous regardez d'ailleurs, si vous faites une comparaison entre le public et le privé, tous ceux qui vont dans les hôpitaux privés, le plus souvent se retournent encore vers le public, parce que quand ça va déjà à moins le quart, comme on dit, ou parce que dans le public, dans le privé, il n'y a toujours pas ce plateau technique recherché. Le plus souvent, quand c'est des cas graves, on est obligé de recourir aussi, toujours, à l'hôpital public, où le plateau technique est beaucoup plus fourni et où, malheureusement, on est obligé, les files d'attente, c'est la question de files d'attente. Les files d'attente sont toujours énormes. Par exemple, quand vous êtes au public, pour faire un scanner, si vous pouvez attendre facilement dans certains pays, 1 mois, parce que vous avez besoin de passer un scanner ou bien une IRM, ça dépend des pays. Alors que dans le public, dans le privé, si vous avez la chance d'avoir dans une ville ou bien dans un pays une structure privée qui a, par exemple, ce genre de plateau technique, vous passez le plus vite. Dans la journée, un rendez-vous est pris dans la journée et vous passez. Mais le problème, c'est que ça repose la question des inégalités sociales d'accès aux soins. Parce que, à ce moment, ceux qui sont dans la grande précarité, comment ils vont faire pour se soigner? Ils ne peuvent pas se soigner à partir du moment où ils n'ont pas ces moyens d'accéder aux soins de qualité. Alors, on va revenir à cette question des inégalités plus tard. Nadia, concernant la rémunération, est-ce qu'il faut réévaluer la rémunération des médecins pour peut-être remotiver ce personnel soignant? Oui, ça paraît quand même évident. C'est vrai que le système en lui-même déjà connaît beaucoup de difficultés et que c'est vrai que c'est un système qui nécessite énormément de ressources humaines. Et qui dit ressources humaines dit automatiquement des budgets
alloués aux salaires qui sont très importants, souvent plus importants que le reste des lignes des budgets. Maintenant, si on veut motiver, si on veut garder les médecins dans le système public, ou au moins sans les garder exclusivement, parce que souvent c'est ce qu'ils font maintenant, ils font mi-public, mi-privé, mais en moins qu'ils trouvent un intérêt à rester dans le public, c'est clair que le médecin totalement dévoué, qui se fait payer en œuf et en poule, ça n'existe plus. Et heureusement, parce que c'est quand même des gens qui ont investi dans leur éducation, qui ont investi longtemps dans leur éducation, et c'est normal qu'à un moment, ils veuillent aussi pouvoir en vivre. Donc, à mon sens, il faut réévaluer, bien sûr, le salaire des médecins, mais peut-être aussi différencier certainement les médecins de ville des médecins de campagne, peut-être faire des zonages comme on peut faire en France, avec des zones où en plus de leur salaire, ils puissent avoir d'autres bonifications qui peuvent être peut-être sous forme, si on n'a pas les moyens de payer réellement les salaires, mais qui peuvent être des logements, qui peuvent être des facilitations de déplacement, qui peuvent être beaucoup d'autres systèmes qu'on trouve d'ailleurs par ailleurs. Mais il faut en tout cas stimuler un peu, si ce n'est la motivation, en tout cas l'envie de rester par exemple dans des zones qui sont désertiques point de vue médical. Mais il faut, à mon sens, ça fait partie de la réflexion générale. Comment dire, payer les salaires, motiver les médecins, garder les meilleurs aussi dans le système public, ne pas créer un gap trop important entre le public et le privé, qui fait qu'aujourd'hui c'est plus une médecine à 2 vitesses qu'on a, c'est une médecine à 6 vitesses, où d'un côté on a des gens qui sont déjà sur des techniques très avancées, sur des plateaux techniques, sur du matériel très avancé, et d'autre part des dispensaires de santé dans des coins reculés où c'est à peine s'il y a des compresses. Donc là, en l'occurrence, il faudrait, pour réduire ce gouffre entre les uns et les autres, il faudrait commencer déjà par stimuler un peu l'envie des médecins pour aller dans des régions reculées. Daouda, réévaluer la rémunération des médecins, peut-être un moyen aussi d'éviter le départ de ces médecins vers l'Europe, vers l'Amérique. Oui, tout à fait. C'est le phénomène de la fuite des cerveaux. Il n'y a pas que la médecine qui connaît ça, mais c'est plus dramatique quand c'est du personnel médical. Effectivement, puisque ça fait que sur place, il y a moins de personnes pour soigner, en effet. Mais je pense que c'est une question de budget aussi, hein, parce que si un médecin travaille dans le public, est payé par l'État ou parfois une administration territoriale, si c'est dans le cadre d'un hôpital régional, suivant le système politique qui est en place, il faut trouver ces moyens-là. Donc on revient à la question, est-ce qu'on met les budgets, est-ce que nos États mettent les budgets dans le secteur de la santé, les budgets nécessaires pour justement à la fois bien rémunérer le personnel de santé, les médecins par exemple, et aussi relever le plateau technique. Parce que notre invité a raison quand il dit justement que même le privé ne peut pas forcément soigner, en tout cas intervenir efficacement dans tout type de cas. On voit bien des cas qu'on ne peut pas traiter à la clinique et on est obligé, par exemple, pour faire une intervention chirurgicale, d'aller retourner à l'hôpital parce que le matériel, il est à l'hôpital et non dans la clinique. Par contre, je pense aussi qu'il faut favoriser l'investissement privé dans la santé. Hein. Et ce que je constate aussi, c'est que surtout que dans la plupart des pays africains, le privé est concentré sur la capitale et les grandes villes. Je pense qu'on a un petit peu plus de mal à trouver une clinique privée en milieu rural en Afrique. Moi, j'en connais pas beaucoup de cas comme ça en tout cas. C'est logique aussi. Voilà. La logique économique d'une clinique privée, c'est la rentabilité. Bah, bien sûr. Que ce soit très rentable pour eux. Bien sûr, justement, ça pose la question justement d'avoir des médecins qui soignent dans le public pour qu'ils puissent intervenir en milieu rural. Oui. Parce que, voilà. Alors justement, Monsieur Fampou, vous parliez tout à l'heure des inégalités. Est-ce que le développement du privé, ça va de pair avec le développement des inégalités ? Le développement du privé... Par rapport à l'accès aux soins, justement. Le développement du privé, moi qui suis médecin de santé publique et de développement social, je pense que oui, le développement du privé va de pair avec le développement des inégalités d'accès aux soins. Parce que nous avons vu dans le reportage tout à l'heure ce monsieur qui se présente à la clinique, dans l'hôpital privé, et on lui demande 300 000 francs. Alors qu'à l'hôpital, c'est 7 000 francs. Voilà, ils sont combien dans ce cas qui ne peuvent pas accéder
aux soins parce que justement ils n'ont pas les moyens d'avoir assez de payer ce billet de session qui leur permet d'avoir un accès aux soins. Ce n'est pas seulement la question d'accès aux soins d'ailleurs, mais c'est de l'accès aux soins de qualité. Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont faits pour mourir et les deux autres qui sont faits pour être bien soignés. Voilà. Donc, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas se soigner. Donc, le développement du privé, oui, il faudrait justement, pour ce développement du privé, une sorte d'encadrement de l'État. Parce qu'il y a ça aussi. Il faudrait que l'État encadre les tarifs d'accès aux soins, comme ça se fait en France. En France, vous ne pouvez pas fixer vos prix n'importe comment parce qu'il y a des secteurs de médecine. Quand vous êtes il y a du secteur 1, du secteur 2, quelques rares personnes sont en secteur, hors secteur. Mais il y a la sécurité sociale qui encadre ces tarifs-là et on ne peut pas les fixer n'importe comment. Or, en Afrique, vous êtes médecin ou bien vous êtes issu d'une famille nantie, vous créez votre structure de santé, vous fixez les prix comme vous voulez, l'État n'encadre rien. Ceux qui ont de l'argent viennent se soigner, ceux qui n'en ont pas, ils seront obligés d'aller ailleurs. C'est une question de politique publique, justement. C'est une question de politique publique. Il faut légiférer quand il n'y a pas de la loi pour fixer ça. Voilà, alors que la charte d'Ottawa dit de rapprocher les structures de soins aux personnes, voilà. Mais justement, le privé devrait aussi être cette structure de soins qu'on rapproche aux personnes. Malheureusement, il y a cette fissure, ce hiatus entre ce que les gens ont comme salaire et ce qu'ils peuvent mettre dépenser dans le cadre de leurs soins. Donc, Daouda, vous êtes d'accord pour un encadrement des tarifs ? Ah oui, complètement. Moi, je suis d'accord pour ce type de politique parce que finalement, l'État doit assumer ses responsabilités à ce niveau-là. C'est régalien. Voilà, exactement. C'est une mission régalienne, la santé. Donc, quand on laisse des privés fixer des tarifs comme ils veulent, ça pose un petit problème. Maintenant, il faut qu'ils s'en sortent, les privés. Sinon, ils vont fermer boutique. Ça, c'est une évidence. Mais je pense aussi que l'État peut en tout cas encadrer le secteur, quitte à subventionner par exemple, l'activité privée pour permettre à des gens qui ne trouvent pas de soins dans le système public adapté à leur pathologie, etc., ou en tout cas une prise en charge rapide, de pouvoir accéder à des cliniques privées et pouvoir se faire soigner. Donc tout ça, c'est une question finalement de politique publique. Hein. On l'a vu avec l'exemple du Rwanda, mais au Sénégal aussi, on peut en parler aussi, pareil, les enfants de 0 à 5 ans, depuis 1 an, ont la gratuité des soins. Donc le Rwanda, le Sénégal mettent en place ce type de politique. Je pense que ça peut aussi mettre la puce à l'oreille, les privés en tout cas, les inciter à voir que l'État prend en charge de façon motivée en tout cas la santé pour qu'ils y mettent aussi leur sien. Nadia, une réaction par rapport à l'encadrement des tarifs ? Ça paraît logique. Enfin, il y a un mot un peu barbare. On parle souvent de rationalisation des soins. D'une part, c'est encadrer le budget, encadrer les tarifs des différents actes, mais c'est aussi déjà nommer les actes et être capable de savoir combien coûte tel ou tel soin et de pouvoir les classifier de manière justement à les rationaliser. Parce que c'est un peu, en fait, c'est comme ça qu'ont commencé les choses en France. C'est qu'on a commencé à nommer les actes, après à savoir quels étaient les tarifs des uns et des autres, puis après, les cliniques se sont dit, tiens, nous, on va prendre les actes les plus rentables et on va laisser... Pareil pour les médecins d'ailleurs du privé, ils ont commencé à choisir les actes les plus rentables et laisser d'autre part les actes les moins rentables au système public parce que justement lui, l'universalité des soins, elle n'existe que dans le système public. Dans un système privé, on peut refuser à un patient malade l'accès aux soins alors que dans un hôpital public, le principe veut qu'on ne refuse pas l'accès aux soins. Donc il faut encadrer, ça c'est une certitude, mais il faut l'encadrer de manière intelligente. Il faut savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de santé et que veut-on pour notre pays. Après, il y a les deux opposés. Il y a un système communiste où tous les soins sont gratuits, tous les médecins sont payés de misère et on arrive et ça a eu du bon hein, à certains moments au Bénin. Ça a très bien fonctionné. Ça a permis justement de sortir beaucoup de gens de la malnutrition ou des choses comme ça. Et des systèmes totalement capitalistes où les pauvres se soignent avec la médecine traditionnelle et les riches vont dans des cliniques suréquipées. Donc
Donc il y a ces deux extrêmes-là, il faudrait trouver la possibilité de réfléchir son système de santé sans tomber dans les excès et avoir pour sa population, je ne vais pas dire les mêmes envies que pour ses enfants, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vouloir pour son peuple une bonne santé pour pouvoir justement travailler et enrichir le pays. D'où l'intérêt d'une alors, politique de santé, oui, si vous permettez, une réelle politique de santé. Une rationalisation aussi des soins. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La médiation kenyane a annoncé ce mercredi la signature à Nairobi d'un accord sur un cessez-le-feu en Centrafrique entre les ex-Séléka et les anti-Balaka. Le texte a été immédiatement rejeté par les autorités de transition qui n'ont pas été associées à ces pourparlers. Et une réunion du groupe international de contact pour la Libye a eu lieu ce mercredi à Addis Abeba en Éthiopie, 48 heures avant le 24e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Les ministres des Affaires étrangères présents se sont dit opposés à toute intervention militaire. Nous allons marquer une nouvelle pause en un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.